Darwin règne toujours. Darwin a régné. La théorie de l'évolution est un paradigme absolu qui emprisonne toute intelligence. Il y a beaucoup de personnes qui, involontairement, sont prisonnières de cette tromperie. Mais ces personnes seront bientôt libres, parce que maintenant, la puissante illusion de Darwin peut être réfutée de manière rigoureuse et scientifique. Ce que nous venons d'entendre ne sont pas les paroles d'un pseudo-scientifique, mais celles du professeur John Sanford, l'un des généticiens les plus importants au monde. Mais comment John Sanford, scientifique de renommée mondiale, en est-il arrivé à formuler une théorie qui contredit des décennies d'études et d'expérimentations de ses collègues ? Pour bien comprendre la portée révolutionnaire de cette théorie, nous devons faire un pas en arrière et commencer depuis le début de cette histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'entropie génétique. Une théorie complexe, fascinante, mais aussi extrêmement clivante. Comme on peut facilement l'imaginer, la théorie du professeur Sanford a suscité des réactions très vives dans le monde scientifique. Le rejet de la validité des théories néo-darwiniennes lui a valu de vives critiques et la prise de distance d'une partie du monde scientifique dominant. Mais qu'a donc découvert d'aussi important le professeur pour le pousser à rejeter des années de recherches et d'études ? John Sanford a obtenu son diplôme en 1972 à l'Université du Minnesota, où il s'est ensuite spécialisé en génétique végétale. De 1986 à 1998, il a été professeur associé en sciences horticoles et également professeur honoraire associé de botanique à l'Université Duke. Au fil des années, le professeur a publié plus de 70 articles scientifiques et a déposé pas moins de 32 brevets. À l'Université Cornell, Sanford et son équipe ont développé le Biolistic Particle Delivery System, ce qu'on appelle le pistolet à gènes ou gene gun. Le gene gun est une méthode permettant d'introduire de l'ADN étranger dans une cellule, dans le but de créer des organismes transgéniques. C'est actuellement la méthode de transfert direct la plus utilisée pour transformer les cellules végétales. Le professeur a été honoré à 2 reprises du prestigieux prix Distinguished Inventor Award pour l'importance de ses recherches. En plus de cela, le professeur a fondé 2 entreprises de biotechnologie, Sanford Scientific et Biolistics. Après cette brève introduction qui atteste des compétences du professeur, entrons dans le vif du sujet. Étant donné que Sanford est un généticien, nous ne pouvons pas commencer sans parler du génome. Le génome est l'ensemble complet du matériel génétique d'un organisme, contenu dans le noyau de ses cellules et organisé en structures appelées chromosomes. Dans le cas des êtres humains, le génome est composé d'environ 3 milliards de paires de bases d'ADN, qui contiennent les informations nécessaires à la construction et au fonctionnement du corps. Ces émotions sont codées sous forme de gènes, qui sont des segments spécifiques de l'ADN responsables de la production de protéines et d'autres molécules fonctionnelles. Le génome peut être comparé à une vaste collection d'encyclopédies qui sert de manuel détaillé pour la construction aussi bien d'une seule cellule humaine que de l'ensemble du corps humain. Bien qu'il puisse sembler similaire à un programme informatique ou à un système d'exploitation, le génome est en réalité bien plus sophistiqué et avancé que n'importe quelle technologie développée par l'homme. Chaque année, nous découvrons de nouvelles merveilles à son sujet, nous rendant compte qu'il est encore plus stupéfiant que ce que nous avions imaginé auparavant. Le projet Génome humain a été l'un des efforts scientifiques les plus ambitieux de l'histoire. Lancé officiellement en 1990 et achevé en 2003, le projet du génome humain avait pour objectif de cartographier tous les gènes des êtres humains et de déterminer la séquence des bases chimiques qui composent l'ADN humain. Ce projet a impliqué des scientifiques et des laboratoires du monde entier et a représenté un tournant dans la génétique et la biologie moléculaire. Le génome est à l'origine de tout ce que nous appelons la vie. Mais selon le professeur Sanford, le génome obéit cependant à une loi universelle. Une loi avec laquelle nous devons tous composer chaque jour, l'entropie. L'entropie est un concept qui est interprété et défini de différentes manières selon la discipline. Alors que les physiciens peuvent avoir une définition technique basée sur la thermodynamique, les ingénieurs ou les scientifiques de l'information pourraient l'avoir d'un point de vue différent. Mais au fond, l'entropie représente une simple vérité universelle. La tendance intrinsèque de toute chose à se disperser, se détériorer, décliner,
et s'approcher de la fin. Ce n'est pas un concept abstrait ou éloigné de notre expérience quotidienne, c'est quelque chose que nous observons et vivons chaque jour. Beaucoup la reconnaissent comme la loi de Murphy, cette idée que si quelque chose peut mal tourner, cela arrivera. Qu'il s'agisse d'une voiture neuve qui commence à montrer des signes d'usure avec le temps, ou d'une maison qui nécessite un entretien constant, l'entropie, c'est cette force constante et omniprésente contre laquelle nous luttons chaque jour dans notre vie. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Si tout tend vers le chaos, de notre maison au monde extérieur, jusqu'à l'univers entier, cette loi universelle du désordre s'applique-t-elle aussi aux êtres vivants, et en particulier à notre génome? Essayons de simplifier un concept, celui du vieillissement. Dans le corps d'un être humain, nous avons environ 3 nouvelles mutations chaque fois qu'une cellule se divise. C'est actuellement, selon les scientifiques, la raison pour laquelle nous vieillissons tous. Tous nos systèmes commencent à s'effondrer à cause de ce processus de mutation, qui accumule des mutations dégénératives dans notre génome. C'est essentiellement la raison pour laquelle il existe une limite maximale à la durée de vie. Mais selon le professeur Sanford, le problème ne se limiterait pas à l'individu, il est encore plus vaste. Il y a des décennies, un généticien renommé avait prédit qu'avec seulement une mutation par personne et par génération, la dégénérescence et l'extinction de l'espèce humaine seraient inévitables. Les découvertes récentes montrent que le taux de mutation est bien plus élevé, avec plus de 100 mutations par individu à chaque génération. Cela implique que chaque individu porte environ une centaine de mutations qui ne sont pas présentes chez ses parents. Et à son tour, il les transmet à ses propres enfants. À chaque génération, environ 100 nouvelles mutations s'ajoutent au génome humain. Et c'est une estimation prudente. On pense que le taux de mutation pourrait être encore plus élevé. Dans le contexte actuel, chacun de nous porte des dizaines de milliers de mutations nocives. La réalité est que nous sommes tous des mutants, et dans une large mesure. Les statistiques montrent qu'environ 2% des nouveau-nés présentent des malformations congénitales évidentes. Ce pourcentage ne représente que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des mutations sont subtiles et ne produisent pas d'effet immédiatement visible, tout comme la rouille qui se forme lentement sur une voiture. Nous ne voyons pas chaque atome s'oxyder individuellement, mais c'est l'effet cumulatif de ces atomes qui produit la rouille visible. En ce qui concerne l'accumulation de la charge génétique, nous avons identifié chez l'être humain plus de 6000 maladies génétiques mendéliennes. Une maladie génétique mendélienne est causée par une mutation dans un seul gène, comme l'hémophilie par exemple, qui produit un effet évident et peut être suivi à travers les générations. Donc, selon le professeur, chaque homme transmet une série de mutations à ses enfants, génération après génération, et celles-ci sont cependant si petites qu'elles ne sont pas évidentes, mais en s'accumulant, elles risquent finalement de compromettre le fonctionnement de l'ensemble de l'ADN. Pour les néo-darwiniens, admettre cette dérive suppose l'action de la sélection naturelle, éliminant les mutations négatives et favorisant les positives.
Personnellement, ma spécialisation est la génétique, avec un accent particulier sur la génétique végétale, la sélection et l'amélioration des plantes. Ayant travaillé dans ce domaine pendant de nombreuses années, je me sens capable de parler avec autorité de la sélection naturelle. La sélection naturelle a sans aucun doute un rôle, mais son champ d'action est extrêmement limité. Bien qu'il soit possible de sélectionner une mutation particulière, particulièrement nuisible, il est difficile d'identifier et de sélectionner la mutation délétère typique, car ses effets sont souvent trop subtils pour être détectés. C'est comme pour les atomes de rouille sur une voiture. Ils sont si petits que nous ne les remarquons pas, et par conséquent, nous ne pouvons pas les éliminer. D'autre part, il est possible de sélectionner une mutation particulièrement avantageuse, par exemple, une qui aide un organisme à s'adapter à des conditions environnementales spécifiques. Cependant, ce qui est pratiquement impossible, c'est de sélectionner un seul nucléotide dans le génome qui ne représente qu'une infime fraction de l'information génétique totale. Si l'on examine attentivement la littérature spécialisée relative à la génétique des populations de ces dernières années, on découvre que de nombreux généticiens éminents reconnaissent des incohérences dans la théorie néo-darwinienne. Ces critiques, bien qu'elles soient connues au sein de cercles académiques restreints, n'ont pas été largement diffusées auprès du public ou de la communauté scientifique plus large, restant presque comme un secret de métier. Le principal défaut logique de la théorie néo-darwinienne réside dans la relation entre les mutations et la sélection naturelle. Si le taux de mutation est élevé et que la plupart de ces mutations sont nuisibles, il n'existe aucun mécanisme de sélection qui puisse réellement compenser l'afflux de mutations négatives. La sélection naturelle ne peut éliminer qu'une fraction des mutations les plus nuisibles, mais elle ne peut pas contrer un taux élevé de mutations négatives. Une analogie utile pour comprendre ce concept est celle d'un bateau qui prend l'eau. Si l'eau entre dans le bateau plus vite que nous ne pouvons l'écoper, il finira par couler. De la même manière, la sélection naturelle ne peut gérer qu'un petit pourcentage de mutations nuisibles, mais elle ne peut pas faire face à un taux de mutation excessivement élevé. En plus de cela, on a découvert que les mutations bénéfiques et nuisibles se trouvent souvent proches l'une de l'autre sur une séquence chromosomique. Cette proximité physique rend difficile pour la sélection naturelle de distinguer les mutations positives des négatives et de sélectionner les premières plutôt que les secondes. Donc, selon le raisonnement du professeur, si nous trouvions un moyen de remonter dans le temps, nous ne trouverions pas un génome primordial, mais nous trouverions un génome pur. Un génome libre de mutations nuisibles, complet et parfaitement fonctionnel. Un généticien évolutionniste bien connu a souligné que génétiquement, nous sommes inférieurs à l'homme qui vivait dans les cavernes. Même en étant un fervent évolutionniste, il a reconnu l'entropie génétique humaine. Mais ce n'est pas une nouveauté absolue, en effet. Si nous examinons les traditions culturelles de différentes sociétés, beaucoup suggèrent l'idée d'ancêtres supérieurs du point de vue génétique. Les anciennes écritures, par exemple, offrent une perspective intéressante sur ce sujet. En analysant l'Ancien Testament, nous pouvons en effet retracer la longévité des patriarches. En commençant par Noé et en passant par les générations jusqu'à Jésus-Christ, nous pouvons observer un schéma. Ce schéma illustre une diminution de la durée de vie, formant ce que nous pourrions appeler en biologie une courbe de déclin biologique. Lorsque j'ai lu pour la première fois ces passages de la Bible étant jeune, j'ai pensé que les chiffres étaient exagérés. Mais en observant la cohérence des informations, on peut remarquer une structure précise. Si quelqu'un avait voulu inventer de tels chiffres, aurait-il vraiment créé une courbe de décroissance aussi précise ? Ce schéma suggère qu'au fil du temps, les écrits font état d'une véritable dégénérescence biologique. Notre génome subit des altérations dont les séquences sont modifiées par des mutations. Ces modifications influencent le fonctionnement de notre corps. Malheureusement, nous sommes tous susceptibles de subir ces changements, qui influencent notre existence aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'espèce dans son ensemble.
Avec le séquençage de l'ADN, de vastes régions ont été identifiées qui ne codent pas pour des protéines et qui ne semblent pas avoir de fonction spécifique. Ces régions, appelées ADN poubelles, seraient cependant, selon certains scientifiques, la preuve du passé évolutif de notre génome et contredirait l'idée d'un génome apparu entier et fonctionnel. Lorsque le génome a été initialement cartographié, on pensait qu'une grande partie de celui-ci était de l'ADN poubelle, un concept dominant autour de 2007. Cependant, avec l'achèvement de la deuxième phase du projet Génome, connu sous le nom de projet ENCODE, de nombreuses fonctions inconnues de l'ADN ont été mises en lumière. Les découvertes ont révélé que plus de 90% du génome est activement transcrit, suggérant une fonctionnalité étonnamment élevée. Cela indique que nous devons étudier encore plus attentivement afin de comprendre les fonctions des parties restantes du génome. Mais ce qui a été encore plus stupéfiant, c'est la découverte que le génome contient plusieurs niveaux de messages superposés. C'est comme lire un livre dans lequel chaque chapitre possède des significations cachées, en plus du sens évident des mots. Incroyablement, on a découvert que plus de 50% du génome est lu sur les 2 brins d'ADN, et pas seulement sur un seul comme on le pensait auparavant. C'est comparable à lire une phrase dans un sens et y trouver une signification, puis à la lire à l'envers et à découvrir un autre message. Cela soulève des doutes quant à la possibilité qu'une telle complexité puisse émerger par des changements aléatoires. Même dans le monde de la programmation informatique, chaque bit de code, qu'il soit 1 ou 0, est là pour une raison. Rien n'est laissé au hasard. De la même manière, le concept d'ADN poubelle est de plus en plus remis en question à la lumière des nouvelles découvertes. Si nous acceptons la théorie de Sanford et que nous rejetons l'idée que les mutations et la sélection naturelle sont les forces qui ont façonné et affiné le génome, nous nous retrouvons face à un dilemme inévitable. Le génome a-t-il été créé par une entité extérieure ? Ou est-il apparu spontanément à la suite de mutations et d'évolutions ? Le professeur Sanford semble ne pas avoir de doute. Il devient de plus en plus difficile d'expliquer comment le génome a pu se former, en particulier en tenant compte de ces multiples niveaux d'information superposés. Nos meilleurs programmeurs informatiques ont du mal à concevoir des codes d'une telle complexité, ce qui rend la technologie humaine plutôt rudimentaire comparée à ce que nous observons dans le génome. Les recherches de Sanford et la stature scientifique du professeur font de la théorie de l'entropie génétique une thèse fascinante qui soulève de nombreuses questions. Mais elle remet aussi en cause tout ce que nous pensions savoir sur les processus évolutifs et ouvre la voie à des scénarios inédits à certains égards. L'homme, et plus largement toute la vie présente sur notre planète, sont-ils le résultat d'un dessein intelligent ou le fruit du hasard ? Arrêtons-nous ici pour l'instant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. À la prochaine histoire!